Paragraphe 5.3, onde plane et onde sphérique. Alors ici, on voit une source qui émet une onde sphérique et que cette onde-là se propage dans l'espace, comme le Soleil par exemple. Et ça se propage, et très loin quand la distance entre la source et le récepteur est très très loin, ça devient comme plane. Donc si on prend une petite portion du front d'onde sphérique, on peut le considérer comme une onde plane. Les sources émettent les ondes tridimensionnelles en 3D, bidimensionnelles 2D et unidimensionnelles 1D. En général, les ondes électromagnétiques sont créées avec leur vitesse de 300 000 km par seconde dans les sources. Et il n'existe dans le vide qu'en état de mouvement et se propagent en général entre un émetteur et un récepteur. La plupart des sources émettent des ondes sphériques. Le Soleil, les étoiles, les antennes, les ampoules qu'on utilise pour l'éclairage, les radiateurs, les flammes et certains insectes, pour ne citer que quelques exemples. La plupart des sources laser émettent des ondes unidirectionnelles. Dans l'approximation des champs lointains, on peut considérer localement les ondes électromagnétiques en 3D comme des ondes planes, parce que le front d'onde qui est sphérique, tout près de la source, apparaît comme plan très loin d'elle, d'où le modèle de l'onde plane. Donc ici, près de la source, comme une étoile par exemple, l'onde est sphérique, mais très loin, ici c'est une discontinuité de l'espace, c'est très très loin, donc ça devient plane. Par exemple, les ondes électromagnétiques envoyées par le Soleil, rendues à la surface de la Terre, on peut les considérer comme des ondes planes. Il y a une autre façon de réaliser à partir des lasers des ondes planes, parce que les lasers en général, ils vont émettre des faisceaux, des ondes électromagnétiques gaussiennes. Alors pour transformer l'onde électromagnétique gaussienne en une onde plane, on utilise en général un objectif et une lentille dont la focale est dans la configuration f1 à la focale de f2. Et comme ça, non seulement qu'on rend le front d'onde parallèle, mais on l'élargit, on peut l'élargir. Donc le laser en général, ils sortent très minces du laser, mais quand ils sortent du laser, ils restent minces, mais avec ce système de deux lentilles, un objectif et une lentille focale dans la focale ici, on peut élargir le faisceau et le rendre, lui donner la forme d'une onde plane. Les ondes planes. Une onde électromagnétique est qualifiée d'onde plane si les trois conditions suivantes sont satisfaites. La première condition, il faut que l'onde psi de U de t, ça veut dire E de U de t ou bien B de U de t, concernée soit une solution de l'équation d'onde unidimensionnelle, c'est-à-dire c'est d carré de psi sur d U carré moins 1 sur c carré d carré de psi sur dt carré est égal à 0. C'est-à-dire il faut que l'onde se propage suivant une seule direction de l'espace. Donc l'onde plane appartient à la catégorie des ondes électromagnétiques unidirectionnelles. Alors cette direction-là, c'est OU. Donc il est défini par le vecteur unitaire E indice U de cosinus directeur alpha, bêta, gamma, dont la base cartésienne du système de vecteurs unitaires E indice X, E indice Y, E indice Z, tel que EU est égal à alpha fois EX plus bêta fois le vecteur unitaire EY plus gamma fois le vecteur unitaire EZ, avec alpha carré plus bêta carré plus gamma carré est égal à 1. Le passage des coordonnées sphériques R, θ, phi aux coordonnées cartésiennes X, Y et Z se fait moyennant ce système de composantes. Alpha est égal à sinus de θ cos de phi, bêta est égal à sinus de θ sinus de phi, et gamma est égal à cosinus de θ. Alors ces quantités-là, ce n'est que les composants du vecteur unitaire EU selon X, Y et Z. La position d'un point M quelconque par rapport à la direction OU est repérée par R qui est égal à XEX, donc le point ici c'est M, et le front d'onde c'est sigma ici, donc c'est ici ce rectangle-là ici, dans l'onde plane. Alors, est repéré par R qui est égal à XEX plus YEY plus Z de R. Donc, le point M du front d'onde, il est repéré par R.
soit E est égal à EU fois R, et donc EU, ici, EU fois R, ça nous donne alpha X plus bêta Y plus gamma Z, parce que X fois EX fois alpha EX, ça nous donne alpha X, parce que EX fois EX égale à 1, et la même chose pour les deux autres composantes. Cette abscisse-là, c'est l'abscisse de ce point H. Si le champ EB ne dépend que de U, alors l'onde est dite unidirectionnelle car à tout instant, le champ EB ne dépend que de U ou à une position U fixée, le champ ne dépend que de T. On écrit psi de M et de T est égal à psi de U et de T. Ou psi sera identifié à B ou bien psi sera identifié à E, qui est E ou B, c'est le champ électromagnétique de l'onde. Et donc le champ EB. Par exemple, si θ égale à 0, alors si θ égale à 0 ici, c'est que l'onde se propage selon Z. Alors θ égale à 0, cette quantité est nulle, cette quantité est nulle, cos de 0 c'est 1, ça veut dire qu'il ne reste ici que 1 fois Z, donc E est égal à Z, et donc l'onde se propage selon la direction Z. Si θ égale à 0, ce qui implique que alpha est égal à bêta est égal à 0 et gamma est égal à 1 et l'abscisse U égale à Z. Alors, l'onde plane se propage suivant la direction de l'axe OU qui est OZ. La deuxième condition pour qualifier une onde de plane est la suivante. Il faut que le front d'onde de l'onde plane, la surface d'onde plane, ici désignée par le plan sigma, ici, ça c'est ce plan-là sigma qui est un rectangle, soit perpendiculaire à la direction de propagation OU, quel que soit l'instant T et quelle que soit l'abscisse U. Un tel plan sigma perpendiculaire à OU est appelé plan d'onde. Alors c'est pour cette raison qu'on les appelle, qu'on qualifie les ondes d'ondes planes, si les plans d'onde soient plans, soient plans comme ça, et perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, c'est ce qui donne le nom des ondes planes, parce que les fronts d'onde, les surfaces d'onde sont planes. Alors, elles sont planes et perpendiculaires à la direction de propagation. Alors, on répète, la première condition pour qualifier une onde électromagnétique d'onde plane, c'est qu'elle se dirige selon une seule direction. La deuxième condition, c'est que la surface d'onde ou bien le front d'onde soit plein, comme le plan sigma ici, et qu'il est perpendiculaire à la direction de propagation. Alors, la troisième condition, il faut que la densité d'énergie électromagnétique soit uniforme au niveau d'un plan d'onde sigma quelconque. Cette dernière condition traduit le fait que le champ E en un point M quelconque à l'instant T quelconque est égal à E de U et T. Et B de MT est égal à B de U de T, parce que la densité d'énergie ponctuelle instantanée en tout point M de front d'onde sigma de l'onde plane et cette quantité-là. On va voir ça rendu à la section sur l'énergie électromagnétique et l'énergie associée aux ondes électromagnétiques. Le champ a même module en tout point du plan sigma. Alors, cette troisième condition, ça peut ne pas être nécessaire pour qualifier une onde électromagnétique de plane, parce que les deux conditions nécessaires, c'est la condition 1 qui dit que l'onde se propage selon une seule direction, et la condition 2 qui dit que le front d'onde est plan et perpendiculaire à la direction de propagation. Mais cette quantité-là, on peut avoir un front d'onde dont la densité d'énergie n'est pas uniforme, mais pareil, l'onde est plane. Remarque, l'onde plane se propage dans l'espace et le temps, se forme d'une succession infinie de surfaces d'ondes. Alors voici la représentation d'une onde plane. Donc c'est une succession de fronts d'ondes identiques qui se propagent dans l'espace. Alors à cet instant, le front d'onde, l'onde se trouve ici, à l'instant T1 et à l'abscisse U1, à l'instant T2, il se trouve à l'abscisse U2, donc on dit qu'il s'est propagé de la gauche vers la droite parce qu'il y a le signe moins ici, donc ici, il y a le signe moins ici. Et s'ensuit que le front d'onde d'une onde plane est ni divergent ni convergent,
Donc l'onde, si les plans, ils ne convergent pas et ils ne divergent pas. Les rayons sont parallèles, alors en termes d'optique géométrique. Donc une caractéristique importante des ondes planes est que la puissance électromagnétique qu'elles véhiculent ne diminue pas et n'augmente pas en fonction de la direction de propagation OU, contrairement aux ondes sphériques qui, en général, s'atténuent durant leur propagation. On va définir qu'est-ce que c'est que l'éclairement énergétique électromagnétique rendu au paragraphe sur l'énergie électromagnétique. Alors, on l'exprime en watts par mètre carré. L'éclairement énergétique électromagnétique est constant lors de la propagation d'une onde plane. C'est ainsi que l'énergie d'une onde plane peut se propager et se conserver indéfiniment dans le vide illimité sans être atténuée. Donc, c'est comme ça que les ondes électromagnétiques se rendent du Soleil jusqu'à la Terre. Même si la distance qui sépare le Soleil de la Terre, c'est 150 millions de kilomètres. Et l'énergie du Soleil, ça arrive à la Terre. Alors, ça se conserve. L'énergie envoyée par le Soleil arrive à la Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a le vide et les ondes sont planes. Remarque 2. Onde plane polarisée. Si en plus d'être une onde plane, le champ E, B électromagnétique est uniforme, quel que soit le point M sur le front d'onde sigma de l'onde plane à un instant T ou à une position U, alors l'onde plane est une onde polarisée. Alors ici, on a une polarisation linéaire, donc en chaque position U, à chaque instant, on a le front d'onde et les plans, et le champ électrique, il a la même direction, et donc le champ B aussi, il est perpendiculaire à E, et il a la même direction que perpendiculaire à E. Et donc c'est uniforme. Donc cette onde-là, c'est une onde polarisée rectilinéairement. La même chose ici, dans un plan, le champ est uniforme, ça veut dire que le sens de E est le même, mais en passant d'un plan à un autre, ça tourne, alors on a une polarisation circulaire. Sinon, l'onde est plane, mais non polarisée. Donc, les ondes du Soleil, par exemple, sont des ondes planes, mais non polarisées. Nous reviendrons à la fin sur la polarisation des ondes électromagnétiques. Ondes planes progressives. Les ondes planes progressives, abrégées par OPP, ondes planes progressives, qui se propagent dans le sens des U croissants, c'est-à-dire dans le sens du vecteur unitaire E indice U, ont la forme suivante. Psi indice plus de U moins Ct, psi indice plus de Ct moins U, psi indice plus de U sur C moins T, psi indice plus de T moins U sur C. Les ondes planes progressives qui se propagent dans le sens moins U ont la forme suivante. Psi indice moins de U plus Ct, psi indice moins de U sur C plus T. Elle reste à montrer comment ces fonctions progressent-ils dans un sens ou dans l'autre. Examinons l'évolution dans le temps et dans l'espace de l'onde plane électromagnétique psi indice plus de U moins Ct. Donc un point c'est un front d'onde, mais ici c'est une succession de plusieurs fronts d'onde. Un seul point U1, un instant T1, c'est un front d'onde. Un autre point, c'est un front d'onde. Un autre point, c'est un front d'onde, etc. Un front d'onde qui a pour valeur psi indice plus de U1 moins CT1, U1, CT1, à l'instant T1 et à l'abscisse U1, dans le plan sigma 1 ici, d'abscisse U1 à l'instant T1, à la même valeur, un instant ultérieur T2, ici, un instant ultérieur T2 supérieur à T1, avec T2 est égal à T1 plus tau. Avec tau, c'est le temps de propagation, et ça est égal à U2 moins U1 sur C. Dans le plan sigma indice 2. L'abscisse d'abscisse U2 à l'instant T2. On écrit psi indice plus de U2 moins CT2 est égal à psi indice plus de U1 moins CT1, parce que ce front d'onde-là ici, parce que l'onde est une onde plane, donc son énergie, ça se conserve, et donc sa forme, ça se conserve dans un milieu homogène, linéaire homogène isotrope, et en particulier dans le vide. Alors, ça se déplace,
et rendu ici, ça reste le même. Donc ce point-là, ça reste donc du même coup. Tous les frondandes qui caractérisent ces points-là ici se déplacent de la même distance. Alors, comme C est égal à U2 moins U1 sur T2 moins T1, c'est la vitesse de l'onde électromagnétique dans le vide, c'est 300 000 km par seconde. Alors, U2 moins C fois T2 est égal à U1 moins C fois T1, qui est égal à U moins CT. Donc, U c'est quelconque, U c'est ici, ou bien ici, ou bien ici, ou bien ici. Donc, l'onde, il a traversé plusieurs U, plusieurs abscisses U à différents instants T pour se rendre de U1 à U2. C'est pourquoi il est ici conservé. Donc, en se déplaçant, il se conserve. D'où la distance U2 moins U1 est égale à C T2 moins T1, qui sépare sigma 2, le front d'onde sigma 2 de son ancienne position sigma 1. Parce que sigma 1 et sigma 2, c'est le même front d'onde. Donc sigma 1 se trouve à l'instant T1 ici à l'abscisse U1. Et après un instant, tau ici, donc le taux ici c'est U2 moins U1 sur C, ce même front d'onde, ça devient sigma 2 et ça se trouve à l'abscisse U2 à l'instant T2. Or, comme le temps passe, on a T2 est supérieur à T1, donc veut passe et le temps passe, ce qui fait que, d'après cette équation-là ici, si T2 est supérieur à T1, forcément U2 est supérieur à U1. Donc U2 est supérieur à U1, quand le temps passe, c'était croît. Ici, si T croît, alors l'abscisse U croît, elle aussi, pour que l'argument U moins CT de psi plus, de psi indice plus soit constant pour que psi indice plus de E indice 2 moins CT2 est égal à psi indice plus de U1 moins CT1 qui est égal à psi indice plus de U moins CT qui est égal à une constante. Ça, c'est pour toutes les abscisses intermédiaires entre U1 et U2. Ça est égal à une constante à tout instant et à toute abscisse. À T1, le plan sigma 10 1 est à U1. Et à T2, ce même plan, on le note sigma 2, est à l'abscisse U2. Le plan sigma qu'on a noté à l'abscisse T1 U1 et le plan sigma que nous avons noté à l'abscisse U2 sigma 2, c'est donc déplacé de U1 à U2. Simultanément, tous les autres plans d'onde de la fonction psi indice plus de U moins CT, donc c'est tous les autres fronts d'onde ici et ici aussi, ils se sont déplacés de la même distance. Se sont également déplacés une distance delta U qui est égale à U2 moins U1. On dit que l'onde s'est propagée. Hein? Le long de la direction de l'axe OU, de U1 à U2, à la vitesse C, qui est la vitesse de la lumière dans le vide, l'onde est donc progressive dans le sens des U croissants, dans le même sens que le vecteur unitaire E indice U. De même, psi indice moins de U plus CT représente une onde plane progressive se propageant à la vitesse C dans le sens des U décroissants, dans le sens moins U. En effet, le temps passe, CT croît et nécessairement U décroît pour que U plus CT reste constante. Si CT croît, U doit décroître, donc si U décroît, donc c'est que la fonction recule, elle vient vers la source, et donc c'est une onde progressive dans le sens des U décroissants. On va passer maintenant à la transversalité de l'onde plane. Reprenons les opérateurs différentiels en fonction de l'opérateur Nabla. L'opérateur Nabla, on lui associe le vecteur unitaire E selon la direction U, la dérivée partielle par rapport à U. Donc, on a les opérateurs ici, les quatre opérateurs. On a le gradient, on lui associe U, D sur D de U d'une fonction scalaire. On a l'opérateur différentiel divergence, on lui associe E indice U, D sur D point, le produit scalaire. Et on a l'opérateur rotationnel, on lui associe E, U, D sur D de U avec le symbole du produit vectoriel. Et on a ici le Laplacien, on lui associe la dérivée seconde par rapport à U. Supposons que les vecteurs E et B du champ EB électromagnétique possèdent chacun, comme tout vecteur dans un système de coordonnées cartésiennes, trois composantes. Une composante suivant l'axe OU
qui est EU fois EU, ou bien B indice U fois EU pour la densité de flux magnétique, et les deux autres composantes de E, du champ E ou bien du champ B, sont perpendiculaires à l'axe OU. Appliquons l'équation de Maxwell-Gauss dans le vide. L'équation de Maxwell-Gauss dit que la divergence de E égale à 0. Div de E égale à 0, on lui applique à div, on va reprendre cet opérateur, on va l'appliquer à E. Donc E indice U d sur du fois E est égal à E U d sur du U fois cette composante-là, E de U. Donc E de U fois EU, on remplace E par E de U fois EU. Et donc le EU fois le EU est égal à 1, et il nous reste D sur D de U sur D de E, indice U sur D de U est égal à 0. Ça veut dire que la dérivée partielle de la composante du champ électrique selon la direction U par rapport à U est égale à 0. Le produit scalaire des deux autres composantes du champ E avec le vecteur unitaire EU est nul, car elles sont orthogonales entre elles. Pourquoi? Parce que ici il faut ajouter les deux autres composantes du champ E qui sont perpendiculaires à la direction U. Mais vu que ces deux composantes sont portées par des vecteurs unitaires perpendiculaires à U, le produit scalaire des vecteurs unitaires avec EU est égal à 0. Ce qui fait que les deux composantes sont nulles, il ne reste que la composante selon EU. Mais aussi la composante selon EU nous donne ce résultat. Donc nécessairement la composante EU est égale à 0. Ce résultat dit que il n'existe pas de composante du champ E selon la direction de propagation. Ça veut dire que le champ électrique de l'onde électromagnétique ne possède pas de composante selon la direction de propagation. De la même façon que pour eux, l'application de l'équation de Maxwell conservation de flux magnétique conduit à div de B égale à 0. Donc div de B, on va reprendre cette expression, on va l'appliquer à la densité de flux magnétique. B aussi, on va reprendre cette expression-là ici, en retenant dans notre tête que B peut avoir deux composantes, trois composantes une selon EU et deux autres selon les deux vecteurs unitaires qui forment la base de vecteurs unitaires perpendiculaires avec EU. Alors, on va l'appliquer ici. Donc ici, il faut compléter ça en ajoutant deux composantes de B qui sont perpendiculaires à EU. Mais ces deux composantes, ils sont portées par des vecteurs unitaires qui sont perpendiculaires à EU. Donc le produit scalaire de ces vecteurs est nul avec EU. Donc le produit scalaire de ces deux vecteurs unitaires avec EU est dans 0. Il nous reste EU fois EU est égal à 1. D sur DU fois B de U est égal à 0. Donc la composante de BU est égale à 0. C'est l'interprétation de ce résultat. Ce qui fait que maintenant on a un résultat très important, c'est que le champ E et le champ B d'une onde électromagnétique, ils n'ont pas de composante selon la direction de propagation U. Ça veut dire qu'ils sont perpendiculaires, E et B, et sont perpendiculaires à la direction de propagation U. Ça veut dire que l'onde électromagnétique, son champ E et son champ B se propagent perpendiculairement à la direction de propagation U. Alors, en conséquence, les champs E et B du champ EB électromagnétique d'une onde plane progressive n'ont pas de projection suivant l'axe de propagation OU. Non pas de projection. Je souligne le mot non pas de projection, c'est-à-dire non pas de composante suivant l'axe de propagation OU. C'est les équations de Maxwell ici, l'équation de Maxwell-Gauss et l'équation de Maxwell-conservation de flux qui nous dit ça. Ainsi, on dit que le champ électromagnétique d'une OPP, d'une onde plane progressive dans le vide, est transverse, c'est-à-dire le champ E et B oscillent perpendiculairement à la direction de propagation et donc ils sont contenus dans le plan d'onde. On dit que l'onde est transverse, électrique et magnétique, alors on utilise TEM. T veut dire transverse, E veut dire électrique et M veut dire magnétique. Ça veut dire que transverse électrique par rapport au champ électrique qui se propage perpendiculairement à la direction de propagation parce que la composante selon U n'existe pas, égale à 0.
Et transverse magnétique, c'est que la densité de flux magnétique est perpendiculaire, oscille perpendiculairement à la direction de propagation. Ça veut dire que la composante de la densité de flux magnétique, selon la direction de propagation, n'existe pas. C'est pourquoi on qualifie les ondes électromagnétiques des ondes transverses électromagnétiques, TEM. Relation entre le champ E et B de l'onde plane. L'équation de Maxwell-Faraday s'explicite comme suit. Donc, rotationnel de E est égal à moins d de B sur dt. Ceci implique que je remplace ρ de E par E indice U, donc ρ ici, et je le remplace par cette quantité. Donc, ρ de E est égal à moins d de B sur dt. Ça implique que E indice U, d sur d de U, vectoriellement E, est égal à moins dB sur dt. Pour une onde plane progressive, nous avons, puisque d sur du est égal à moins 1 sur c d sur dt, j'applique cet opérateur-là au champ électrique, d de E sur du est égal à moins 1 sur c d de E sur dt. Voilà, je l'applique à E des deux côtés. D'où j'ai ici, je remplace d de E sur d de U, d de E sur d de U, 1 sur C, d sur dt, EU vectoriellement E. Et ça me donne d de B sur dt. Et donc je regroupe les deux termes, je fais passer B de l'autre côté. Donc d sur dt de B, alors dt se trouve ici, dt se trouve ici, moins EU vectoriellement E sur C égale à 0. On a donc B moins EU vectoriellement E sur C égale à 0, ce qui nous donne que B est égal à EU vectoriellement E sur C. Donc c'est la relation entre B, EU et E. Donc c'est une relation structurelle qui montre comment le vecteur de la direction de propagation EU, le champ E et le champ B sont liés dans l'espace. Ainsi, les vecteurs EU, E et B forment un trièdre direct et B est égal à E sur C. Alors B, si on fait la norme de B et la norme de ça, ça va nous donner B est égal à E sur C. À tout instant et en tout point. En suivant la même méthode que pour l'équation de Maxwell-Faraday, que nous avons traité ici, on obtient le même résultat avec l'équation de Maxwell-Ampère. On va obtenir une relation qui est à peu près comme celle-là, mais qui dit que E, B et E forment un trièdre direct. Ce n'est pas la même forme, mais l'équation qu'on va obtenir en utilisant l'équation généralisée de Maxwell-Ampère, ça va nous donner le résultat qui dit que E, B et E forment un trièdre direct. La démonstration est ici à titre d'exercice. Structure de l'onde plane. Alors celle-là, elle est donnée par l'équation de Maxwell-Faraday que j'ai ici. Et celle-là ici, c'est donné par l'équation de Maxwell-Ampère. Mais les deux disent que E, B et EU forment un trièdre direct. Donc E et B et EU forment un trièdre direct. Ça veut dire que E fois EU est égal à 0, ça veut dire que E est perpendiculaire à EU, donc E est perpendiculaire au vecteur unitaire EU. B fois EU est égal à 0, ça veut dire que B est perpendiculaire à EU. Et E fois B est égal à B fois E est égal à 0, ça veut dire que E est perpendiculaire à B. Et donc E indice U, E, B forment entre eux un trièdre direct. C'est comme ça, en tout point de l'espace d'une onde plane, je peux généraliser ce résultat même pour toutes les ondes quelconques. Toujours, on a E, B et EU forment un trièdre direct. Ça veut dire qu'ils sont perpendiculaires 2 à 2 entre eux. On peut généraliser ce résultat-là. Potentiel électromagnétique. Dans la jauge de radiation pour laquelle div de A égale à 0 et V est égal à 0, nous avons vu que au chapitre 2, au niveau de l'induction électromagnétique, au niveau des équations de Maxwell-Faraday, que E dérive du potentiel électromagnétique VA, mais si V est égal à 0, nous avons E est égal à moins la dérive partielle par rapport au temps du potentiel vecteur A. Le champ électrique étant transverse, le potentiel vecteur A est donc également transverse.
Pourquoi? Parce que si E est transverse, donc on voit que A lui aussi devrait être transverse. Les vecteurs E et A sont donc orientés dans la même direction. Alors qu'il dit orienté, il dit oscille. Parce que orienté, c'est comme un peu fixe. Mais l'onde électromagnétique, les champs de l'onde électromagnétique ne sont pas fixes, ils n'existent qu'en état de mouvement. Donc ils oscillent tout en s'orientant, tout en étant orientés dans la même direction. La jauge de radiation donne div de A égale à 0, ça veut dire que div de A, je remplace div par cette expression et je vais obtenir div de A est égal à E indice U, c'est le vecteur unitaire E selon la direction U, de D sur DU, produit scalaire de A. Et je remplace A par AU fois E en supposant que A possède trois composantes, une selon la direction de propagation EU et les deux autres sont perpendiculaires à cette direction de propagation. Et mettons que c'est U, c'est Z, donc les deux autres composantes, une selon Y et selon X. Et comme ici EZ, donc EX est perpendiculaire à EZ et EY perpendiculaire à EZ, donc ils vont s'annuler, il va nous rester EU fois EU, donc EZ fois EZ par exemple, égale à 1. Donc EU fois EU égale à 1, donc D sur D de E est égal à 0, nécessairement AU égale à 0. Donc le potentiel vecteur lui aussi ne possède pas de composantes selon la direction de propagation de l'onde. Alors, on a aussi, ça c'est la jauge qui nous donne ça, et on a aussi E est égal à moins dA sur dt, ça nous donne d de A sur d de t est égal à EU, est égal à 0. Donc, les deux équations, la jauge de radiation et le fait que le champ E dérive des potentiels scalaires, les deux équations nous donnent le même résultat, à savoir que la composante AU selon la direction U est égale à 0. Et donc, le potentiel vecteur, lui aussi, comme le champ E, comme le champ B, ne possède pas de composante selon la direction de propagation de l'onde électromagnétique. Onde sphérique. Le modèle de l'onde plane est un concept simple, valable, par exemple dans le cas des lasers. Cependant, pour une source omnidirectionnelle, alors omnidirectionnelle, ça veut dire isotrope, qu'on voit dans toutes les directions, comme une étoile. L'onde plane n'est physiquement acceptable que dans une zone limitée de l'espace, éloignée de la source. Celui d'onde sphérique est plus réaliste, car elle correspond physiquement à une émission isotrope d'une onde à partir d'une source ponctuelle. Une onde est sphérique si les composantes du champ et du potentiel électromagnétique ne dépendent que de la distance radiale r du point M considéré à la source ponctuelle qui est au centre O. En tout point d'une sphère de centre O, le champ a même module à un instant donné. Désignons par S l'une des composantes du champ électromagnétique. On a toujours l'équation d'onde. Le Laplacien de S, moins 1 sur C carré, D carré de S sur D. Alors ici, remarquez qu'on utilise S à la place de psi. Pour les ondes électromagnétiques planes, on a utilisé psi, mais pour les ondes électromagnétiques sphériques, on utilise S pour le début de sphérique. Alors, le Laplacien de S moins 1 sur C carré, D carré de psi sur dt carré est égal à 0. Ça, c'est l'équation d'onde d'une onde sphérique. La source et limite des ondes sphériques. Alors, on a différentes ondes sphériques ici. Donc, les points de phase ici, ondes sphériques, donc on a des points de phase ici, etc. Mais l'onde sphérique, c'est une sphère autour de la source. Alors, la source, il se trouve au centre O d'un système d'axe X, Y, Z. Et on a les coordonnées sphériques phi, θ, qui vont de Z vers pôle nord vers pôle sud, θ. Et ER, c'est le vecteur unitaire radial. Et donc ici, je vais avoir le vecteur unitaire selon U phi et l'autre selon Eθ. En explicitant le Laplacien en coordonnées sphériques, on obtient déjà, c'est déjà dit ça, nous l'avons introduit un peu tout à l'heure,
1 sur R carré D sur DR, le tout appliqué à R carré ds sur dr, moins 1 sur C carré D carré de S sur dt carré est égal à 0. C'est à ce niveau-là, donc on va retourner. Donc on va trouver cette équation quelque part ici. Alors, c'est ici et ici, à ce niveau-là. Alors, vous voyez que je remplace psi ici par S. Alors ici, c'est l'équation d'onde unidirectionnelle selon OR des ondes sphériques. Alors, je remplace psi ici par R. Et je vais faire la solution de ça. Et je voyais que dans cette équation, psi remplace S, mais j'ai la même forme que tout à l'heure. Si l'équation d'onde sphérique est unidimensionnelle ou bien unidirectionnelle, suivant la direction radiale OR. Et la direction radiale, c'est selon ER ici. Donc, le point M ici, ça se trouve sur la direction radiale à coordonnée R. Alors, R, c'est de là à là. Donc, le R ici avec la flèche en haut ici. Résolution de l'équation d'onde sphérique. Alors maintenant, on va résoudre cette équation. Comment il faut faire? D'abord, il faut transformer l'onde sphérique en une onde qui ressemble à la forme de l'onde plane que nous avons déjà résolue pour adopter la même solution. 1 sur R carré, D sur dr, le tout appliqué à R carré, D de S sur D de R, moins 1 sur C carré, D carré de S sur dt carré est égal à 0, n'est autre que cette équation-là ici, que c'est mon point de départ. Alors, je remarque ici que 1 sur R carré, D sur dr de R carré, donc c'est comme FG. Alors, F c'est R carré et G c'est ds sur dt. Donc, D sur dr de FG c'est D sur dr de F fois G plus F fois D de G sur dt. Alors, je répète. 1 sur R carré, ça reste. J'applique ça à cette fonction et puis je l'applique à cette fonction. Donc, D sur D de R carré, ça reste. Et puis, plus, ça reste ici. D sur dr de D sur dr de S, ça donne D carré de S sur dr carré. Moins, ce terme-là, ça reste. Moins 1 sur C carré, D carré sur dt carré de S est égal à 0. Ensuite, 1 sur R carré, ça reste. Je dérive. Si de R carré par rapport à R, c'est 2R. Et donc, ds sur dr, ça reste. Plus R carré, la dérivée carré de S par rapport à R carré, et c'est la même. Donc, ça reste. Ce que j'ai fait, j'ai dérivé. Moins 1 sur C carré, D carré de S sur dt carré est égal à 0. Ensuite, je fais sortir 2R ici. Donc, il me reste 2, et le R se simplifient. Il me reste ds sur dr, plus. Je fais entrer R carré ici. Le R carré se simplifie. Il me reste D carré de S sur dr carré. Moins 1 sur C carré, D carré de S sur dt carré égale à 0. Ensuite, ok. 2 sur R, ds sur dr, c'est 1 sur R, ds sur dr, plus 1 sur R, ds sur dr. Donc, 1 sur R, ds sur dr, plus 1 sur R qui reste, parce que j'ai 2 ici. Donc, le premier 1 sur R, ds sur dr, il est là. Le deuxième, il est là. ds, je le mets en facteur. Plus R, je multiplie par R, et quand j'ai ce R et le R se simplifient, il me reste ce terme. C'est une astuce que je viens de faire. Moins 1 sur C carré, D carré de S sur dt carré est égal à 0. Alors, ici, 1 sur R, ds, donc je fais sortir D sur dr, carrément, et donc je vais obtenir S ici, et je vais obtenir plus R ds sur dr. Donc, si je dérive, je reviens à ça. Moins 1 sur C carré, D carré de S sur dt carré est égal à 0. Et ensuite, 1 sur R, D sur dr de D sur D de R de RS, ça me donne ça. Ça me donne cette quantité. Et cette quantité, ça reste la même. Moins 1 sur C carré, D carré de S sur dt carré est égal à 0. Et finalement, 1 sur R, D carré de RS sur dr carré est égal à 1 sur C carré, D carré de S sur dt carré, soit D carré de RS sur dr carré moins 1 sur C carré, D carré de RS sur dt carré est égal à 0. C'est l'équation d'onde qui ressemble à l'équation d'onde de l'onde pleine. Donc, on a ramené cette forme à cette forme.
Alors cette forme-là, on peut la résoudre. Celle-là, c'est difficile, c'est complexe, mais on l'a transformée à cette forme. Alors on va faire ici un changement de variable. On va poser psi est égal à RS. Et de la même façon que l'onde plane, on va résoudre. Donc si je pose ici psi, psi, donc je vais obtenir psi d carré sur dr carré de psi, 1 sur c carré d carré de psi sur d carré. Alors j'ai la même forme que j'ai déjà résolue dans la section 5.2. Je vais faire la même procédure que la section 5.2 et on résulte la solution générale suivante, Rs de R et de T, c'est-à-dire R de S et de T est égal à psi de R de T est égal à S indice plus de T moins R sur C plus S indice moins T plus R sur C. Et donc S de R et de T est égal à 1 sur R, S plus de T moins R sur C plus 1 sur R, S indice moins de T plus R sur C. Cette solution s'interprète comme la somme de deux ondes sphériques, l'une divergente, fonction de T moins RS, ça diverge, l'autre convergente, fonction de T plus RC. Alors, divergente, ça veut dire que ça va de la source vers l'infini. Ça, ici, ça va de la source vers l'infini. Par contre, là, ici, ça vient de l'infini vers la source, et pourquoi on dit que ça converge. L'autre convergente, fonction de T plus R sur C, se propageant de manière isotrope à la vitesse de la lumière dans le vide. Atténuation des ondes sphériques. Malheureusement, les ondes sphériques, ça s'atténue, contrairement aux ondes planes qui conservent leur énergie. Les ondes sphériques s'atténuent. Pourquoi? Parce que la front d'onde, ou bien la surface d'onde qui est sphérique, son rayon croît, et l'énergie émise par la source est la même. Et donc, cette énergie-là, ça se distribue sur une sphère qui devient de plus en plus grande. Et donc, l'éclairement, ça baisse. C'est pourquoi les sources lumineuses, on voit les étoiles un peu très faibles. C'est parce qu'elles sont loin. La sphère sur laquelle on se trouve au niveau de la Terre est très grande. Contrairement à une onde plane, les ondes sphériques s'affaiblissent puisqu'ils s'atténuent avec la distance radiale. Alors ici, j'ai R1 de O, O c'est la source et R1 c'est l'onde et il est rendu ici, l'onde émise. Donc à la distance R1, je me trouve sur le front d'onde ici A, B, C, D. Et ici, l'onde se trouve un peu, il se propageait de R1 à R2 et s'est atténué selon cette exponentielle-là ici. Pourquoi? Parce que la surface d'onde ici, A', B', C', D' est devenue un peu plus grande. Donc je passe de cette surface à cette surface. Donc vous voyez que la surface grandit avec la distance radiale. Donc à R1, l'onde est plus forte qu'à l'abscisse R2. Et donc ici, I1 est égal au flux énergétique divisé par 4 pi R1 au carré. Donc le flux énergétique, c'est la puissance émise par la source. Mettons que les sources de 100 watts qu'on utilise chez nous dans nos villas ou bien dans nos maisons. Donc on voit très bien que la puissance est 100 watts ou bien 75 watts, etc. Et donc, ces ampoules-là, ici, le flux, c'est la puissance, c'est 100 watts. Mais quand R1 grandit, alors quand on passe de R1 à R2, la surface grandit. Et donc, vu que la source émet le même flux énergétique, c'est-à-dire la même puissance optique, donc on la divise sur une sphère qui dont le rayon devient de plus en plus grand. Donc, l'intensité énergétique, ça baisse. Alors 4PR1 au carré, c'est la surface de la sphère. Donc ça, c'est l'éclairement énergétique plutôt, c'est pas l'intensité. On va voir ça dans le chapitre, dans la section sur l'énergie électromagnétique. Parce que l'éclairement énergétique, c'est le flux énergétique divisé par la surface. Alors on voit que cet éclairement-là est plus faible que cet éclairement-là ici, ce qui fait que l'éclairement énergétique dépend du rayon de la sphère du front d'onde sphérique. Alors l'éclairement énergétique au niveau du rayon, rayon R1 est beaucoup plus grand que l'éclairement énergétique au niveau du rayon R2. C'est pourquoi l'onde s'atténue. On voit que ça s'atténue ici. Ça s'atténue.
La transversalité d'une onde sphérique. Les opérateurs différentiels, divergence et rotationnels s'écrivent en coordonnées sphériques en fonction de l'opérateur nabla. Ici, nabla, c'est égal à ER, D sur DR. Alors ça, c'est le gradient, on le remplace avec ça. Ici, c'est la divergence, on a déjà parlé de ça. Donc, coordonnées sphériques. Donc, 1 sur R carré, D sur DR, R carré de ER. Supposons que les vecteurs E, alors il faut remarquer qu'on a un R carré, ER ici. Donc, c'est div de E en coordonnées sphériques, ça devient comme ça. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas comme ce que nous avons fait pour l'onde plane à ce niveau-là ici. Donc, pour l'onde plane, div ici, c'est tout simplement comme ça. Mais en coordonnées sphériques, cet opérateur, ça prend la forme que je viens de montrer, c'est ça ici. Donc, il y a une différence, il faut faire attention. Supposons que les vecteurs E et B du champ EB de l'onde sphérique possèdent chacun, comme tout vecteur, dans un système de coordonnées cartésiennes 3 composantes, une suivant l'axe de propagation radiale OR, qui est ER fois ER, ou bien pour la densité de flux magnétique B indice RER, et les deux autres suivent Eθ et Eφ. Toute composante du champ d'une onde sphérique, l'amplitude ne dépend que de la distance radiale R, divergente et de la forme S indice R de R de T est égal à 1 sur R, S indice R de T moins R sur C, soit E indice R de R de T est égal à 1 sur R, S de R de T moins R sur C, ou bien B indice R de R de T est égal à 1 sur R, S indice R T de T moins R sur C. L'application de l'équation de Maxwell-Gauss dans le vide conduit à div de E de R de T égale à 0, ça veut dire que div de E est égal à 1 sur R carré, D sur D de R carré ER est égal à 1 sur R carré, D sur D de R. Je remplace alors ER par SR, donc ça me donne RSR, c'est un seul R ici. Puisque la distance radiale R peut ne pas être nulle, c'est alors S indice R qui est égal à 0. Et donc, ER est égal à 0. C'est la même chose, ce qui veut dire que ce résultat nous dit que le champ électrique d'une onde sphérique ne peut pas avoir une composante selon la direction de propagation qui est la direction radiale. Il ne peut pas, il n'a pas de composante selon la direction radiale. Il ne peut avoir que deux composantes perpendiculaires à la direction radiale. Ainsi, le champ électrique est par analogie le champ magnétique sont transverses. L'onde sphérique est donc comme l'onde pleine, transverse, électrique et magnétique. Donc les ondes sphériques aussi sont des ondes transverses, électriques et magnétiques. Ce sont des ondes de la forme TEM, transverse et électromagnétique. Relation entre E et B de l'onde sphérique. L'équation de Maxwell-Faraday conduit à rotation de E est égale à moins d de B sur dt. En coordonnées sphériques, vous avez ça. 1 sur R carré sinus de θ, ER, R Eθ, R sinus de θ, E phi, D sur DR, D sur dθ, D sur d phi, ER, R Eθ, R sinus de θ, E phi est égal à moins D sur D de T de BR, Bθ, B phi. Alors, c'est les composantes de B dans la base de coordonnées sphériques. J'obtiens. Donc la première ici, c'est 1 sur R carré sinus de θ. Je barre cette colonne, je barre la première ligne et ça me donne D sur D de θ. D sur D de θ. Alors ER selon ER ici, ça c'est selon Eθ et ça c'est selon E phi. J'obtiens D sur D de θ de R sinus de θ E phi par rapport à θ moins D sur D de phi de R de Eθ sur D phi est égal à moins D sur dt de BR sur dt. Voici pour la composante selon ER. Pour la composante selon Eθ, la voici. Donc je vais barrer la colonne au milieu et la première ligne pour trouver le déterminant. Alors, 1 sur R carré sinus de θ avec le moins, je l'ai ici, parce que je travaille sur la colonne du milieu, d'où le signe moins ici. Et ça, c'est D sur D de R sinus de θ Eθ, moins D sur D de phi de ER, est égal, fois R, fois le R ici, qui va avec le Eθ, est égal à moins D sur D de T de B de θ sur Eθ, parce que j'ai ici la composante selon le vecteur unitaire Eθ.
Et la troisième composante, c'est que j'ai 1 sur R carré sinus de θ. Je vais barrer la dernière ici, et la première ligne et la dernière colonne. Alors je travaille et je trouve le déterminant ici. Donc 1 sur R carré sinus de θ, d sur d de R de R de E, de la composante de E selon Eθ, moins d sur d de θ de la composante de R selon θ, fois R sinus de θ ici, qui est selon E phi, parce que je travaille sur la direction E phi. C'est pourquoi j'ai barré ici la dernière colonne selon E phi et la première ligne. Et ça est égal à moins d sur d de t de B phi, parce que B phi c'est la composante de la densité de flux magnétique selon la direction E phi. Donc moins d de B de phi sur dt. Maintenant, ça me donne 0. Ça est égal à 0 parce que E de θ ne dépend pas de phi, ça c'est 0, et ça c'est 0 aussi, donc ça me donne 0, et dBr sur dt est égal à 0, donc ça me donne 0 est égal à 0. Pourquoi BR ici est égal à 0? Parce que l'onde est transverse électromagnétique, la composante BR n'existe pas, c'est égal à 0, et la composante ER est égale à 0. C'est pourquoi BR est égal à 0, c'est terminé, c'est fini. Donc ça est égal à 0, ça aussi est égal à 0. Donc ce que j'obtiens pour la composante selon ER, 0 est égal à 0 selon ER. Et selon Eθ, je vais obtenir D de ici, j'ai R, il va sortir ici, ça va me donner 1 sur R, et le moins, je l'ai ici, et sinus de θ, il va se simplifier avec ce sinus de θ, il va me rester D de R sur E phi sur dr, ok, moins D de... et ça égale à 0 parce que R n'existe pas, parce que le R égale à 0, parce que l'onde sphérique et transverse électromagnétique, ça n'existe pas. Ça va me rester ce terme, ça va me donner ça. Et moins, donc je vais faire passer d de B de θ sur dt à ce côté, et le moins ici s'en va, il va me rester ça 1 sur R, et je multiplie Bθ par R pour qu'il se simplifie avec 1 sur R ici, et donc j'obtiens cette quantité-là qui est égale à 0. Et pour la dernière composante selon E phi, j'ai 1 sur R carré sinus de θ est égal à d de R Eθ sur dr. Alors ce que je vais faire, 1 sur R, R il sort. Alors ici, d de R sur dθ égale à 0 parce que toujours pour la même raison, l'onde sphérique c'est une onde transverse électromagnétique, E indice R égale à 0. Donc ça égale à 0, il me reste ce terme. R il sort, il me reste 1 sur R. Et sinus de θ ici simplifie avec sinus, et R avec R, il me reste 1 sur R. Il me reste 1 sur R ici, avec ça. Et donc le R ici, je le garde. Donc D de R, E de θ sur dr, je l'ai. Je fais passer ce terme de l'autre côté, ça me donne moins D de R de B de T de phi, de B indice phi sur dt égale à 0. Donc j'ai ces équations-là ici. Pour une onde sphérique suivant ER, nous avons, puisque D sur D de R est égal à moins 1 sur C D sur dt, donc D sur dr est égal à R de E phi, qui est égal à moins 1 sur C D sur D de T de R de E phi, et D sur dr de R de Eθ est égal à moins 1 sur C D sur dt de R Eθ. Donc je remplace ça ici, je remplace ça et ça en termes du temps, pour avoir des termes en fonction du temps seulement. Donc ce terme-là ici, je le remplace avec ce terme, et ce terme-là ici, je vais le remplacer avec ce terme. Et je vais réécrire ces deux équations-là ici, selon Eθ et E phi, ici. Alors je vais obtenir moins 1 sur R, je remplace moins 1 sur C D de R de E phi sur dt moins R de T sur dt est égal à 0. Donc ce terme-là, ça reste. Alors je remplace celui-là seulement. La même chose, je remplace celui-là, ça reste dans l'autre équation. Alors je remplace ce terme-là ici par ce terme, donc ici. Alors et ça va me donner cette équation. Ce qui fait que E phi ici, donc d sur dt, je le fais sortir. Et ça c'est égal à 0, ça veut dire que R, ça veut dire que E phi est égal à C fois Bθ. Voilà, ça donne ce résultat. Parce que je vais faire sortir d sur dt, et le R, 1 sur R n'est pas égal à 0, d sur dt,
Donc, il me reste C, R et le R vont se simplifier, il va me rester E phi est égal à moins C bêta. La même chose ici, je vais faire sortir D sur dt à l'extérieur, il sera appliqué de l'extérieur, et le 1R, ça reste aussi, c'est pas égal à 0, donc ça va me donner R Eθ est égal à C B fois R. Et donc le R et le R se simplifient, il me reste Eθ est égal à C B indice phi. Enfin, on obtient, ça c'est selon Eθ, donc on obtient C B indice θ fois Eθ plus B phi fois Eθ est égal à E phi fois Eθ, E phi fois Eθ plus Eθ fois E phi. Alors il y a une erreur ici certainement. Alors ici je répète, c'est B de θ fois Eθ plus B de phi fois E phi. Donc il faut rectifier ça, il y a un E phi ici, c'est pas Eθ. Et donc ça va me donner E phi fois Eθ, parce que c'est cette composante fois Eθ, plus Eθ fois E phi. Alors la composante sur le R, c'est nul, 0, 0, donc nous l'avons déjà dit ici, c'est 0, 0. Est égal, ceci est égal à ER vectoriellement E. Tout ça, c'est ER vectoriellement E. Ainsi, les champs électriques et magnétiques sont en phase et liés entre eux, comme pour l'onde pleine, par la relation de transversalité suivante. B, ça c'est B, et ça c'est ER vectoriellement E, donc B est égal à ER vectoriellement E sur C. Alors ça, c'est la formule, c'est la relation de transversalité. C'est une relation structurelle qui montre que E, B, E et ER, ER c'est le vecteur unitaire radial des coordonnées sphériques, donc qui dit que E, B et ER forment un trièdre direct. En suivant la même méthode que pour l'équation de Maxwell-Faraday, l'équation généralisée de Maxwell-Ampère conduit au même résultat. Donc on peut reprendre le même raisonnement, mais avec ρ de B est égal à 1 sur C carré d de E sur dt, et on reprend ce raisonnement-là, on va trouver l'autre formule qui montre que E, B et ER forment un trièdre direct. Structure de l'onde sphérique. Alors on a ici O, on a la coordonnée phi par rapport à X, on a ici θ par rapport à Z, et on a ici le système d'axe X, Y, Z. OK, donc on a ici R, et donc on a ici le front d'onde sphérique qui est sigma, et M c'est le point ici. Donc en tout point M de front d'onde sphérique, on a le vecteur d'onde ER, et on a E, et on a B. Donc E est perpendiculaire à B, B est perpendiculaire à ER. Donc E et B sont transverses électromagnétiques, ça veut dire que E est transverse électrique, B est transverse magnétique, ça veut dire que E est perpendiculaire à la direction de propagation radiale ER, et B est perpendiculaire à la direction de propagation radiale ER. Alors, cette équation-là, ça nous vient de l'équation de Maxwell-Faraday. On refait la même chose pour l'équation de Maxwell-Ampère. Même raisonnement, ça conduit à cette relation-là ici, mais les deux relations montrent que la base ER, EB forment entre eux un trièdre direct. Ce qui fait que E produit scalaire avec ER, ça donne 0. Pourquoi? Parce que E est perpendiculaire à ER, parce que E est transverse électrique, nous avons déjà démontré ça. B fois ER est égal à 0, ça veut dire que B est perpendiculaire à ER. Pourquoi? Parce que B est perpendiculaire à ER. Pourquoi? Parce que B est transverse magnétique. Et E fois B est égal à B fois E égale à 0. Pourquoi? Parce que E est perpendiculaire à B, ce qui fait que le système ER, EB forme entre eux un trièdre direct. Je vous remercie, portez-vous bien et à la prochaine.